merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de l'économie bleue dans le contexte togolais. Enjeux, opportunités, contraintes avec le ministre Edem Kokou Tengue. Il a en charge le portefeuille de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Monsieur le ministre, merci de rester avec nous. Vous êtes seconde partie. Donc, avant la pause, nous étions en train de parler de l'affaire Bolloré qui défraie la chronique. Et je précise que les téléspectateurs, dès cet instant, peuvent participer en direct à cette émission en nous posant des questions par écrit et surtout par WhatsApp au 96 46 10 31, précédé de l'indicatif plus 221 si vous êtes à l'extérieur du Togo, 228 96 46 10 31. Mais au-delà de cette affaire, monsieur le ministre, la politique de gestion des plateformes aéroportuaires, vous l'avez dit, est-elle efficiente avec l'option de privatisation de la plupart des opérations portuaires? Est-ce que cela ne renfle pas davantage plutôt les caisses des entreprises étrangères? Alors, je crois que je l'ai à l'instant exprimé. Je crois que ce n'est pas un phénomène africain. Dans tous les ports du monde, les autorités portuaires ont délégué ces services-là, que ces autorités-là pensent être du ressort d'entreprises dont c'est le cœur de métier. On a EPM Terminal, Dubai Port World, Bolloré Africa Logistique, Singapour Port Authority. Donc je crois que ce n'est pas... c'est juste une recherche d'efficience et d'efficacité, de performance des ports. Et cela n'a pas montré les limites. Et comme je le disais à l'instant, dans le cas du Togo, ça s'est plutôt soldé par le fait que nous sommes devenus le premier port à conteneurs de la sous-région. Comparé à des pays en taille et en population beaucoup plus importants comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, nous sommes le premier port à conteneurs de la sous-région. Et je crois que c'est justement ces opérations de privatisation qui ont permis d'aboutir à ce niveau d'efficience. Donc, je crois que la question ne se pose pas. Je crois que pour les autorités portuaires, c'est beaucoup plus un recentrage sur des questions comme le domanial, la régulation et l'accompagnement, la promotion de l'activité portuaire. Mais je crois que partout dans le monde, les activités de manutention, surtout des conteneurs, ont été concédées à des opérateurs dont c'est le cœur de métier parce que cela nécessite des technologies, des équipements et voilà Mais le problème, c'est que vous le dites de par le monde, mais en Occident, par exemple, ces concessions sont faites à des sociétés nationales. Le problème dans les pays africains, c'est que ces privatisations vont généralement à des sociétés étrangères. Du coup, les bénéfices qui se font sont exportés également. Alors, permettez-moi de disconvenir avec votre assertion. Je crois que le premier opérateur portuaire au monde, c'est Singapour Port Authority. Alors, dans tous les pays où la manutention des conteneurs a été concédée à Singapour Port Authority, ce n'est pas des pays, ce sont pas des entreprises Singapour Port Authority est une entreprise singapourienne. Donc, ce n'est pas forcément des nationaux. Et je vous ai donné l'exemple du Ghana. Je peux vous donner multiplié. Au port du Havre, l'activité de manutention de conteneurs a été aussi concessionnée à un opérateur privé. Donc, je crois que le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème, c'est un problème d'efficacité du port, de son attractivité pour les navires étrangers permettant au pays d'engranger des revenus. Je crois que c'est plutôt sous ce angle-là qu'il faut voir et comprendre la question de la concession des activités de manutention dans les ports africains. Une question d'un téléspectateur, il voudrait savoir, dans la mesure où dans les autres ports, la manutention est confiée aussi à des sociétés étrangères. Qu'est-ce qui fait la différence avec le port de Lomé? Pourquoi le port de Lomé fait plus de trafic que les autres? Alors, c'est peut-être l'efficacité et le pragmatisme des décisions qui ont été prises à un instant donné. Mais je crois que une aussi des raisons, c'est que à la fois que ce soit à Bolloré et à LCT,
il y a une véritable profondeur en matière de quai. Pourquoi la profondeur en matière de quai est importante? Parce que c'est elle qui va en fait induire la taille des bateaux. C'est-à-dire que plus votre quai est profond, plus des bateaux de plus en plus grands peuvent venir accoster à votre quai. Or, pourquoi les armateurs vont préférer envoyer des bateaux grands, donc venir dans un port dont le quai est profond? C'est parce que ça leur permet de faire des économies d'échelle. Si vous devez transporter des conteneurs sur un bateau de 1500 équivalent 20 pieds, le coût par unité de 20 pieds transportés est beaucoup plus faible lorsque vous les transportez sur un navire dont la capacité est 15 000 équivalents 20 pieds. Donc 10 fois la taille du navire initial. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer, surtout au terminal de LCT. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la plupart des armateurs ou de leurs représentants exerçant au Togo envoient des conteneurs au MOL 3, justement exploité par Bolloré, envoient leurs conteneurs au MOL 3 parce que ça leur permet de faire venir en une seule fois beaucoup plus de conteneurs et donc d'avoir un revenu ou un coût. Gagner sur l'économie d'échelle. Voilà, en matière d'économie d'échelle. Donc, un coût par conteneur beaucoup plus faible. C'est là toute la problématique. Et je crois que c'est ce qui est en train de faire aujourd'hui le succès du port de Lomé. Une autre question avant de poursuivre notre chemin, question de téléspectateur. Et lui, il se sent gêné par la concession des 35 ans. Il dit dans la pratique portuaire, est-ce que vous ne trouvez pas exagéré selon ce téléspectateur? Non, mais non, je crois que c'est en lien avec les investissements qui y sont faits. Et de toute façon, je ne suis pas devant, mais je crois que la tendance de la gestion portuaire aujourd'hui n'est pas de revenir à une gestion par les ports eux-mêmes. Donc, en fait, la question de la longueur de la concession n'est pas la question que nous devons poser. C'est beaucoup plus la question de la rentabilité de la concession pour le port. C'est beaucoup plus la question de l'efficacité et de l'efficience des opérations qui s'y déroulent. Donc, pour moi, cette question-là, elle n'est pas celle qui doit être posée. Cela dit, là, on passe à un autre volet, la croissance des secteurs d'activité liés à la mer. Est-ce que ça ne risque pas d'accentuer les pressions sur les ressources maritimes et des espaces maritimes déjà soumis à d'intenses contraintes? En quoi, par exemple, l'OCDE, la santé des océans va continuer de se dégrader, ce qui pourrait s'avérer un important facteur limitant du développement de l'économie de la mer. Absolument. Je crois que c'est une question, elle n'est pas togolaise, c'est une question mondiale, celui de la préservation des océans. Et je crois que c'est une question qui rejoint une question beaucoup plus vaste, c'est celui de concilier l'activité économique et la préservation de la nature. Et je crois que dans le cadre des activités maritimes et portuaires, je crois que la question est réglée par les ODD 13 et 14 qui ont été dictés par les Nations Unies. Voilà, exactement. Donc, comment faire en sorte que nous gardons nos océans propres et je crois que nous devons d'abord, avant d'aborder même la question industrielle dans les océans, nous devons chacun, en tant qu'humains, ayant des gens qui viendront après nous, dont nous souhaitons préserver le cadre de vie, nous comporter autrement. Je passe en le disant à la question des déchets que l'on jette. Aujourd'hui, les mers sont étouffées par les déchets, nos déchets plastiques, par exemple. Et je crois que nous devons chacun, dans le cadre de ces modes de consommation, de production, essayer, autant que faire se peut, de préserver l'environnement. Et ceci étant dit, je crois que oui, la question, c'est une question centrale et c'est pour ça que l'Organisation maritime internationale édicte des règles. Le Togo est signataire et a ratifié plusieurs des conventions internationales dont justement l'objectif est de préserver les océans, leur intégrité, la biodiversité sous-marine. Je pense notamment à la Convention contre les pollutions en mer, la Convention MARPOL, mais le Togo aussi travaille à la ratification de certaines conventions qui nous permettent de faire de l'activité maritime et portuaire et donc de générer
de la richesse et d'accélérer la contribution de ces activités-là à la richesse nationale, donc au PIB, mais tout en préservant l'environnement. Un des problèmes auxquels votre pays est confronté dans le domaine maritime, c'est l'érosion côtière. On va voir une illustration à travers cet élément réalisé par nos partenaires de l'agence France Presse AFP sur les côtes de Baguida à Lomé. Tout le long de cette côte, à l'est de Lomé, le même paysage dévasté. Un village fantôme planté au bord de la mer. Kodjo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Nous sommes dans la souffrance. Je ne sais pas où on va rester même l'heure actuelle. Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont dû quitter leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral et vivaient de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon. Suivre les gigantesques cargos qui filent jusqu'au port de Lomé. C'est après sa construction en 1967 que la mer aurait commencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire. La digue du port bloque les courants de sable qui venaient consolider la côte. Un processus accéléré par le réchauffement climatique. Il s'est avéré que le changement climatique, avec son effet de réchauffement du climat, ensuite marqué par la fonte des calottes glaciaires et le réchauffement de la mer, constituent des facteurs aggravants qui permettent de renforcer, mais ou bien d'accentuer l'érosion côtière. En tout, 3000 personnes auraient déjà été déplacées. Plusieurs centaines d'autres sont toujours en sursis. Alors, Monsieur le ministre, vous avez suivi le sujet avec nous. Ma première question, avant de revenir sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'érosion côtière, on a évoqué le relogement de ceux qui ont été expulsés par la mer. Que fait le gouvernement dans ce sens? Alors, je crois que le gouvernement s'y attelle jour et nuit. Ce n'est pas un phénomène dont nous nous désintéressons. Nous sommes sensibles à la détresse des Togolaises et des Togolais qui ont perdu des biens suite à l'avancée de la mer. Je crois que c'est la première observation. La deuxième, c'est que il faut aussi que nos concitoyens prennent conscience qu'il y a une limite à partir du trait de côte à partir de laquelle, en fait, il faut éviter toute construction. Et je crois que cela aussi doit être dit. Maintenant, pour les questions de relogement, je crois que l'objet principal de l'action du gouvernement, c'est justement de freiner la question de l'érosion, et de freiner l'érosion donc, et de construire des ouvrages qui vont faire la mise en valeur de ce littoral-là et permettre à nos populations de gagner des ressources supplémentaires qui, dans le tourisme balnéaire, qui, dans les activités industrielles-portuaires. Donc, je crois que c'est à cela que nous nous attelons. Et en cette matière, qu'est-ce que vous faites ou qu'allez-vous faire? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude. Le problème de l'érosion côtière, c'est que si vous faites des installations en matière de protection côtière et que ces installations-là ne sont pas bien étudiées, vous risquez d'aggraver le problème ailleurs. C'est le problème de la protection du littoral. Donc, les études ont pris beaucoup de temps, beaucoup.
je le concède, mais c'est pour pouvoir arriver à une situation où les ouvrages qui seront construits permettent effectivement de protéger notre côte. Et je peux vous donner la situation. C'est que vous avez plusieurs types de côtes en matière d'érosion au Togo. Nous avons 50 km. Alors, vous avez une première partie qui vient donc de la frontière d'Aflaou jusqu'au port, où vous remarquez qu'il y a de l'ensablement. Nous gagnons chaque jour de la plage. Nous gagnons à certains endroits jusqu'à 10 mètres par an. Vous avez une deuxième partie comprise entre le port et le port de pêche, où nous avons des idées spécifiques. Vous avez une troisième partie entre le port de pêche jusqu'à Gbodjomé. Vous avez de Gbodjomé à Agbodrafort et vous avez de Agbodrafort à Aneho, où nous avons essentiellement de l'érosion sur ces parties-là. Mais c'est seulement la distance, l'ampleur du phénomène d'érosion chaque année qui change en fonction des zones où vous le localisez. Alors, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, l'autorité du Premier ministre, bien sûr, est en train d'étudier les solutions adaptées à chaque type de côte. Nous aurons un projet de construction de brise-lames, par exemple, entre le port et le port de pêche, pour, par exemple, empêcher l'ensablement du chenal d'accès du port de pêche. Nous aurons, à partir du port de pêche, la construction d'épis pour freiner la question de l'érosion côtière jusqu'à un certain endroit. Et de Agbodrafort à Aneho, nous aurons cette partie-là qui sera prise en charge par le projet de la Banque mondiale, le projet WACA, donc de l'acronyme WACA RESIP, de l'acronyme anglais West Africa Coastal Area Protection, donc le projet de protection des côtes et de résilience des populations vulnérables qui vivent sur cette côte-là. Donc voilà à peu près le schéma du littoral togolais. Et tous ces projets de protection de la côte s'inscrivent et sont en harmonie également avec le schéma directeur d'aménagement du littoral. Et c'est pour cela que tout cela doit être bien conçu pour éviter les erreurs du passé, pour éviter que des ouvrages conçus, par exemple pour préserver un segment de côte ou pour protéger la chambre, l'hôtel ou la maison de nos concitoyens, ne soient en fait des ouvrages qui accélèrent le phénomène d'érosion. Pas habiller Paul, pour absolument, absolument. Donc des études très sérieuses sont à l'œuvre et je peux vous assurer que c'est une question qui reçoit l'attention personnelle des plus hautes autorités de notre pays. Je pense que très bientôt, les ouvrages de protection côtière vont commencer sur certains segments de côte et vont se poursuivre l'année prochaine pour le bonheur des populations. Mais sauf que très bientôt, en langage politique, ça veut dire à moyen ou à long terme. Est-ce que vous pensez que ces projets vont voir le jour très bientôt? Non, je crois que je vais vous surprendre là-dessus. Je ne suis pas un politicien, moi. Lorsque je dis très bientôt, c'est vraiment très bientôt. Je crois que d'abord, dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du littoral, qui va intégrer tous ces ouvrages de protection, il y a des ateliers prévus les 12 et 13 mars pour permettre aux collectivités territoriales de s'approprier ce qui est prévu en termes d'aménagement du littoral. Donc, ce ne sont pas des mots en l'air, c'est un travail très concret qui se fait en la matière. Une question d'un téléspectateur, il revient sur la question du relogement et de l'indemnisation des victimes de l'érosion des côtes. Il vous demande s'il n'est pas bien séant que le gouvernement vienne en aide à ces populations, soit directement ou indirectement. Non, je crois que le gouvernement est très attentif au bien-être des Togolaises et des Togolais que nous sommes et n'hésitera pas à les aider. Mais je crois que la meilleure manière de régler le problème, c'est justement de protéger la côte. Et ceux qui ont été déjà affectés. Oui, mais d'y installer peut-être des activités balnéaires, industrielles, portuaires,
desquels nos populations peuvent tirer des revenus. Je crois que c'est la meilleure des manières pour faire en sorte que l'action publique puisse permettre à chaque Togolais peut-être de retrouver de la prospérité sur le littoral. Et donc, vous estimez, vous avez un délai dans 5-10 ans. Est-ce qu'on peut considérer ce phénomène d'érosion côtière sur les côtes togolaises comme un mauvais souvenir? Oui, je crois, 5 ans même. Je pense que, par exemple, sur le projet Ouaka, le projet de la Banque mondiale, c'est un projet très avancé et je ne pense pas que nous devons même aller jusqu'à 5 ans. Maintenant, sur les autres ouvrages de protection, je ne crois pas. Je crois qu'il y aura une véritable protection, une mise à valeur avant le délai. C'est mon intime conviction au vu de l'avancée des différents dossiers concernant ce phénomène. On va aborder un autre chapitre. Le golfe de Guinée continue d'avoir la mauvaise réputation de zone à grand risque dans le transport maritime. Expliquez-nous, puisque vous avez dirigé une société qui opérait les navires, comment en est-on arrivé là? Je perds même mon latin. Comment en est-on arrivé là, à cette forme d'insécurité en haute mer, surtout sur les côtes du golfe du Guinée? Alors, d'abord, définissons le golfe de Guinée. Je crois que cela permettra peut-être d'expliquer et de faire... Alors, le golfe de Guinée, pour ceux qui ne sont pas d'ici, c'est une partie qui va de l'extrême nord du Sénégal, donc disons de la Mauritanie, jusqu'au sud, jusqu'à l'Angola. Donc voilà, si on devait définir le golfe de Guinée pour les armateurs internationaux, quand ils parlent de golfe de Guinée, voilà ce qu'ils entendent par. Alors, il ne vous a pas échappé que donc sur cette partie-là des côtes africaines, vous avez de grands pays pétroliers. Vous avez le Ghana, le Nigeria et l'Angola. Et donc, ce trafic, enfin, pas trafic au sens de commerce illégal, mais ce commerce d'exportation, d'importation d'hydrocarbures et d'autres substances, mais attire des pirates, des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Alors, voilà le décor. Et donc, avec pour objectif donc, de capturer des navires, d'envoler la cargaison, surtout pour les tankers, ou de prendre en otage l'équipage de ces navires-là pour demander des rançons aux armateurs. Donc, voilà ce qui s'est développé. Et je pense que ce développement est un peu lié aussi au fait que le phénomène a été pratiquement éradiqué dans le golfe d'Aden. Alors, la différence entre le golfe d'Aden et le golfe de Guinée, c'est qu'en Somalie, il y avait un déficit d'État à l'époque. Et ce qui a permis à la communauté internationale de s'impliquer et d'éradiquer le phénomène. Vous n'êtes pas sans savoir que la Somalie n'est pas loin du canal de Suez, et en Égypte, etc. Bon, dans le cas du golfe de Guinée, le phénomène est un peu plus complexe parce que voilà des États souverains et indépendants. Mais plusieurs efforts sont faits. Je ne dénie pas la dangerosité des eaux du golfe de Guinée, mais plusieurs efforts sont faits. Alors d'abord, il y a une coordination sous-régionale en matière de lutte contre la piraterie. On a un centre sous-régional, ce qui fait que si, par exemple, la marine togolaise poursuit des pirates, il y a un centre de coordination qui lui permet d'alerter très rapidement la marine nigériane. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, il y a quelques années, d'arrêter au large de Sao Tomé et Principe des pirates qui sont encore dans les prisons nigérianes et qui attendent d'être jugés. Mais ces pirates, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a forcément la part du gain, et ce sont des personnes mal intentionnées. Et si on pouvait démanteler les réseaux, je crois que ce serait déjà fait, mais je crois que les efforts, les études sont en l'œuvre. Mais ceci étant dit, j'aimerais dire que le Togo, notre pays, jouit d'une très bonne réputation
en matière de sécurité maritime. Sur les 135 Piraterie, maritime. pirateries sur notre côte, je crois qu'il y a eu 2 fausses alertes en ce qui concerne le Togo et une vraie attaque qui a été d'ailleurs maîtrisée par la marine togolaise. Donc la marine togolaise a joué un grand rôle dans la sécurisation des eaux togolaises. Le seul problème maintenant, c'est que comme nous sommes perçus comme étant au cœur du golfe de Guinée, il faut peut-être un travail de pédagogie à l'international pour expliquer à nos partenaires que nous faisons l'exception dans ce golfe de Guinée. Mais des mesures sont à l'œuvre. Je vous ai parlé du centre de coordination maritime. On a l'accord de Lomé sur la sécurité maritime et le développement. Beaucoup d'initiatives sont prises pour juguler ou éradiquer le phénomène de la piraterie dans les eaux du golfe de Guinée. Une certaine presse a récemment rapporté qu'il se développe sur les côtes togolaises justement un grand trafic illicite de pétrole, du pétrole nigérien. Qu'en est-il exactement? Je crois que, en toute chose, il faut savoir raison garder. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que dans les eaux internationales du golfe de Guinée, seul le Togo fait aujourd'hui figure de pays modèle. Hein. Et je disais la dernière fois à un collègue que le nom de Porto Seguro, port sûr, que les premiers navigateurs portugais ont donné à la première capitale de notre pays, située sur la côte togolaise, est un nom prémonitoire. Donc le Togo a des eaux relativement sûres en termes de lutte contre la piraterie. Ce qui a intéressé les armateurs internationaux pour venir faire leurs opérations de transbordement. Donc, les opérations de transbordement ne sont pas une spécificité togolaise. Il y a certains pays qui sont d'ailleurs spécialisés dans les opérations de transbordement en mer. Donc, ce n'est pas une spécificité togolaise. Donc, quand vous parlez de transbordement, est-ce que vous pouvez expliquer Oui, donc j'ai parlé au non-spécialiste. Oui. Alors, à quai, tout à l'heure, dans la première partie de notre émission, j'ai parlé des transbordements de conteneurs qui se font à quai. Mais les opérations de transbordement peuvent être aussi faites en mer. C'est-à-dire le fait de charger ou de décharger les navires. Voilà, de pétrole, surtout de gaz naturel, etc. Ou des navires. Un navire viendra vendre sa cargaison à un autre navire sans forcément venir à quai. Donc, comme cette cargaison attire les pirates, le fait que nos eaux soient des eaux sûres, cela a entraîné un engouement, donc une augmentation de cette transaction-là chez nous. Donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, lorsque ces navires viennent faire des opérations, ils payent au port, démentissez-moi, je me défie quiconque, ils payent au port ce qu'on appelle un abri sécuritaire, c'est-à-dire le fait de venir rester dans nos eaux pour faire ce type d'opération entraîne des redevances qui doivent être payées au port de Lomé. Donc voilà, c'est bien encadré. Et pourquoi ne viennent-ils pas à quai pour faire ce travail? Non, parce que c'est par vocation, certains navires comme les VLCC ne sont pas conçus d'ailleurs pour venir à quai. Ce sont des navires conçus pour faire des opérations justement en mer, des opérations de transbordement en mer. Donc, voilà ce qui se passe au large de nos côtes et cela est reflété dans les revenus du port. Peut-être qu'on peut augmenter ces revenus, mais ça, c'est un autre débat. Mais dire que c'est un trafic de carburant nigérien qui n'apporte rien ou avec des réseaux, je pense pas. Maintenant, dans le cadre de ces opérations, notre pays dispose d'une coopération policière avec le Nigeria dans le cadre d'Interpol et nous n'avons jamais en fait été saisis, ni dans le cadre de cette coopération policière, ni dans le cadre de coordination des opérations de sécurité maritime internationale par le Nigeria de contrebande de navires. Si nous avions été saisis, nous aurions pris les dispositions pour fournir aux autorités nigérianes toutes les informations qui sont à notre disposition. Ces opérations font l'objet de déclarations préalables auprès des structures compétentes du port
et de la marine. Donc, je crois qu'il faut, en cette matière, savoir raison garder. C'est vrai, nous pouvons davantage réguler ces opérations et nous allons nous y atteler. Donc, pour synthétiser cette question, ça veut dire qu'il y a du trafic qui se fait en haute mer, le trafic concernant le transbordement de carburant, du pétrole, non, c'est pas du mais trafic. pas de trafic illicite. C'est pas du trafic, c'est une opération normale. Le transbordement en mer. Trafic. Oui, bon, si vous voulez l'appeler, c'est ce que j'ai voulu éviter, c'est cette connotation négative qu'aurait pu avoir le mot trafic en la matière. Mais c'est qu'il y a des échanges, effectivement, en mer, qu'on appelle des opérations de transbordement en mer ou de STS, de l'acronyme anglais Ship to Ship. C'est-à-dire que vous ne vous adressez pas forcément à un terminal terrestre pour faire vos opérations, et c'est une opération parfaitement légale. Certains pays en sont spécialisés. Je crois que cette opération commence par trouver de l'engouement dans notre pays. Nous devons l'encourager tout en l'encadrant. On va prendre quelques questions d'un téléspectateur encore. On va voir si la réalisation peut nous faire apparaître cette question du 91 62 16. 91 62 16, c'est notre cher fidèle téléspectateur Richard Tagba de Kara. Alors, il nous dit, est-ce que c'est repéré 91 62 16. Aujourd'hui, Bolloré demeure un poids lourd dans l'économie du port autonome de Lomé. Bolloré étant mêlé dans les traquenards de la justice, que deviendra ce port si la question dont on parle et qui concerne Bolloré est avérée? Bref, il craint, il s'inquiète de l'éventuel départ de Bolloré du port de Lomé. Si éventuellement il y a problème et que Bolloré s'en va, est-ce que ça va être un préjudice grave pour le port de Lomé? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est un partenaire peut-être extérieur et avec lequel nous avons un contrat de concession pour la manutention des conteneurs en bonne et due forme. Et si il arrivait que ce partenaire, pour une raison pour une autre s'en allait, nous allons chercher juste un autre partenaire. Je crois que nous ne devons pas nous immiscer dans des procédures judiciaires dans un pays étranger. Je le répète et je le martèle, et pour la simple raison que nous ne connaissons pas, ni les tenants, ni les aboutissants de ce genre de procédures dans un pays étranger. Mais nous pouvons avoir des conséquences. Le Togo peut avoir des conséquences de ces procédures qui... Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui doit être important, c'est la dynamisation de notre économie maritime et de son apport pour notre économie, pour le bonheur des Togolaises et des Togolais. Alors, vous avez évoqué tantôt le sommet sur la sécurité maritime, initié par le Togo. Il me semble que vous avez vu de très loin ce qui devait se passer sur nos côtes. C'est censé trouver les moyens pour sécuriser les eaux nationales et internationales. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi les conclusions de ce sommet tardent à se mettre en place? Non, je crois que c'est inhérent à tous les accords internationaux. Et je vous donne un exemple. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été signée à Montego Bay en 1982. Cette convention ne rentrera cependant qu'en vigueur qu'en 1994, 12 ans après, parce que, justement, pour les conventions internationales, il faut un certain nombre de ratifications par des pays membres de l'organisme qui en a fait la promotion pour que ces conventions-là entrent en vigueur. C'est le même cas avec la Convention de Lomé sur la sécurité maritime et le développement. Je crois qu'il y a eu la convention a été signée. Maintenant, il faut un certain nombre de ratifications pour qu'elle entre en vigueur. Les ratifications, elles sont en train d'être faites et nous suivons cela de plus près au niveau de l'Union africaine. Et lorsque le nombre suffisant de pays auront ratifié la convention, eh bien, elle rentrera en vigueur et portera les fruits que nous en entendons tous. Oui, mais est-ce que ces pays ne traînent pas le pas eu égard à l'urgence de la situation? Non, je pense pas. Je pense pas. Vous savez, les mécanismes de ratification sont des mécanismes longs et la plupart des pays sont tenus de passer par leur Assemblée nationale. Donc, en droit interne, il faut un certain nombre de procédures, passer par l'Assemblée nationale avant de ratifier ces conventions
Et je crois que c'est pour cela. Mais c'est le Togo qui a initié quand même ce projet. Est-ce qu'il ne vous revient pas de faire le lobbying, de mettre en place une certaine diplomatie pour assurer la sérénité, assumer jusqu'au bout cette option que vous avez choisie? Absolument. Et ne croyez pas que nous ne le faisions pas. Ce travail est en train d'être fait, un travail de diplomatie. Je peux vous dire au dernier trimestre de l'année passée, il y a eu une mission du Togo auprès de l'Union africaine, conduite par le ministre conseiller à la mer, le ministre Baba, pour justement accélérer le mécanisme de ratification de ces conventions. Donc, c'est un travail de lobbying que nous prenons très au sérieux et que nous sommes en train de faire. Nous avons ouï dire que certains pays traînent les pas parce qu'ils sont plus ou moins, est-ce qu'il faut dire jaloux, mais quand même n'ont pas vu de bon oeil que ce soit le Togo, le petit, qui porte un projet si grand pour l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez les mêmes informations que nous. Est-ce que c'est possible? Non, monsieur Bokor, vous savez, il n'y a pas de société humaine sans jalousie. Mais nous n'avons pas parlé de ça. Disons simplement que le Togo est en train de faire le travail de lobbying pour que cette convention soit ratifiée par le plus grand nombre de pays possible afin qu'elle devienne, qu'elle entre en vigueur. À la réalisation, nous allons prendre le 92 17 53. 92 17 53. Alors, il nous dit que l'année dernière, le Nigeria avait fermé ses frontières terrestres. Il a été soupçonné que les puissances voulaient inonder ou asphyxier le marché nigérian de leurs produits en passant par le port du Togo. Est-ce que c'est vrai? Qu'en dites-vous selon notre téléspectateur? D'abord, je crois que c'est pas vrai. Je crois que il s'agissait de problèmes beaucoup plus entre le Nigeria et le Bénin. Et que, heureusement, ces problèmes ont trouvé une issue heureuse avec la réouverture de la frontière par les autorités de ces deux pays. Donc, je crois qu'en aucun moment, il a été question d'une inondation du marché nigérien par des produits en provenance du Togo. Je crois que il faut rétablir la vérité. J'en profite pour glisser cette question que quelqu'un m'a posée en préparant cette émission. N'est-il pas possible de développer le transport de personnes aussi par la mer, surtout sur les côtes du Golfe de Guinée où plusieurs pays s'alignent? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est envisageable? Vous qui êtes... Non, je crois que c'est absolument envisageable. Et nous travaillons à la construction d'une véritable industrie de tourisme balnéaire, incluant justement le transport de passagers, donc les navires de croisière, comme on les appelle. Seulement, il y a plusieurs obstacles. Il y a la question des infrastructures. Notre port est un port à marchandises, donc il faut peut-être construire port de passagers. Voilà, un quai à passagers qui permet de débarquer des passagers. C'est bien qu'ils viennent aujourd'hui, mais il faut faire des gymnastiques. Donc il y a cela. Il faut peut-être penser à la construction d'un port dédié totalement à la question. Voilà une autre option. Il faut régler en amont des questions comme la question de la piraterie maritime. C'est aussi à l'étude, parce que vous imaginez bien que lorsque vous venez avec un bateau de croisière, vous vous offrez l'opportunité à des pirates, si ce bateau n'est pas bien protégé, de pouvoir prendre des otages internationaux et de créer tous les problèmes qui peuvent en découler. Donc je pense que oui, effectivement, on peut promouvoir le tourisme de croisière au Togo et sur les côtes du Golfe de Guinée en faisant un certain nombre d'investissements et en réglant en amont un certain nombre de problèmes, dont l'un des plus importants est la question de la piraterie maritime. Bon, il faut aussi, après avoir dit ça, souligner le fait que l'industrie des croisières est actuellement une industrie sinistrée à cause des conséquences de la Covid-19, comme le transport aérien. Mais effectivement, on peut faire ces investissements en pariant que c'est une industrie qui va reprendre lorsque le phénomène sera passé. Toutes ces questions font l'objet de réflexion au niveau du ministère de l'économie maritime et nous ferons nos propositions en temps opportun.
Monsieur le ministre, nous tirons vers la fin de notre entretien. Les conclusions, hein, on l'a dit au début de cette émission, vous héritez d'un ministère neuf, c'est tout nouveau. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour vous? Alors, si c'est un avantage ou un inconvénient, je ne saurais le dire, mais c'est quand même un défi, un challenge, comme on le dit, et nous aimons relever les défis, donc nous ferons tout pour que ce ministère trouve sa place dans l'architecture institutionnelle de notre pays et contribue justement à accroître et à dynamiser la contribution de toutes les activités dont nous avons parlé à la richesse nationale et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de prospérité dans notre pays, une prospérité bien entendu partagée. Il y a eu, à l'annonce de ce gouvernement, un nouveau modèle de gouvernance. Vous avez signé des engagements, une feuille de route avec des indicateurs précis. On vous évaluera bientôt. Est-ce que votre sommeil est tranquille? Vous dormez tranquillement? En vous rasant dans le miroir chaque matin, vous pensez à cette feuille de route et aux résultats que vous allez atteindre dans les années à venir? Non, j'y pense. Mais si la question sur mon sommeil est de savoir si je suis confiant de pouvoir atteindre ces résultats, en tout cas, je vous dirais que je ferai tout ce qui est humainement possible pour que les résultats attendus dans le cadre de l'accord ou de l'engagement signé avec son Excellence Madame le Premier ministre, que ces résultats-là soient atteints et nous y travaillons nuit et jour. Et quelles sont vos forces? Sur quoi vous comptez pour Non, réussir nous cette comptons mission? sur les ressources du ministère, nous comptons sur les propositions que nous allons faire, nous comptons sur la collaboration avec les autres ministères et nous comptons effectivement sur l'encadrement du chef de l'État et de son Excellence Madame le Premier ministre. Vous venez un peu dans un contexte difficile avec la pandémie de la maladie à coronavirus, vous l'avez vu. Est-ce que cela ne va pas agir sur vos performances parce qu'il vous faut du financement pour mettre en œuvre les différents projets que vous avez évoqués? Non, mais je crois que, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est vrai, c'est des contraintes, mais il faut justement trouver le moyen d'agir malgré ces contraintes-là pour atteindre les résultats escomptés. Et moi, j'ai foi en la vaccination, en me disant que lorsque les vaccins vont atteindre les différents pays et qu'une grande proportion de la population, et non seulement de notre pays, mais mondiale, sera vaccinée, l'économie pourra reprendre toute sa place et nous permettra alors, les conditions seront réunies pour que nous puissions atteindre les objectifs à nous assigner dans le cadre de la feuille de route. D'ailleurs, il est annoncé l'arrivée au Togo des premières doses de vaccins dimanche sur les coups de 21 h. Ça veut dire que lundi matin, déjà, des vaccins pourraient être disponibles. Est-ce que vous allez tendre votre bras? Il paraît que c'est le gauche. Est-ce que vous allez tendre votre bras gauche pour vacciner si vous êtes concerné? Oui, bien sûr. Je crois en la vaccination et je crois que c'est le message du gouvernement. Il faut que, lorsque les vaccins seront disponibles, ceux qui font partie des premières populations cibles doivent se faire vacciner. Je pense au personnel de santé, je pense aux personnes avec des comorbidités et avec un certain âge. Je crois qu'il faut qu'on se fasse tous vacciner. Donc, si j'étais identifié comme faisant partie de cette population qui doit se vacciner, eh bien, c'est d'abord pour préserver ma propre santé et ma vie, mais aussi comme un devoir collectif à rendre, comme un service à rendre à la communauté en m'immunisant contre cette pandémie. Et, monsieur le ministre, le 21e siècle, je le disais en introduction, il paraît qu'il sera le siècle maritime, s'il ne l'est déjà. Le Togo est-il bien parti pour tirer meilleur profit de cette opportunité? Alors, vous avez raison de le dire, hein, parce que je crois que c'est en mer, hein, comme par le passé, hein, que se joueront le commerce, l'idéologie, l'influence, la guerre, malheureusement, mais aussi la paix. Et que c'est en maîtrisant les mers que nous pouvons nous affirmer mieux dans le concert des nations. Et je pense que la création de ce ministère à la formation du nouveau gouvernement est un signe, en tout cas, que le Togo compte prendre toute sa place dans le concert des nations en s'appuyant sur ses forces, dont l'une d'entre elles est justement
ce secteur maritime togolais. Et le ministère, hein, dans un gouvernement, c'est plutôt, on va dire, rare hein, en Afrique. Est-ce que le Togo est à l'avant-garde de la promotion de l'économie bleue? Je ne sais pas si vous avez une idée sur ce qui se fait dans Non, je crois d'autres que, pays. encore une fois, hein, je vais encore saluer la vision du chef de l'État. Avant même de parler de ce ministère dans le gouvernement, vous avez évoqué en 2016 le sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Ça prouve hein, et l'importance qui est accordée à la question par les plus hauts responsables, et notamment le président de la République, et la clarté de sa vision en la matière. Donc je crois que la création de ce ministère n'est qu'une suite hein, du fait que le Togo a compris que les enjeux maritimes joueront un grand rôle dans l'avenir. Aujourd'hui, alors vous avez le commerce, vous avez le transport des données. Or, ces données sont amenées et par des câbles sous-marins également. Donc, c'est clair que la mer jouera un rôle géopolitique majeur à l'avenir et que notre pays l'a compris. Merci infiniment, monsieur le ministre. Je dois vous exprimer notre gratitude pour la spontanéité de votre disponibilité. On vous a contacté et vous avez répondu favorablement, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup d'être passé. À moi de vous dire merci et de remercier vos téléspectateurs et aussi de dire un bon temps de carême, comme nous sommes dimanche, à ceux et celles d'entre eux qui sont des chrétiens catholiques. Et merci de m'avoir invité. Et sachez que sauf contrainte d'agenda ou de calendrier, nous serons toujours disponibles à expliquer à nos téléspectateurs les enjeux liés à l'économie maritime. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Nous disons merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés, à la réalisation avec Magloire Adokou, les techniciens enseignants à Manglo, Sylvain Adigli, François Nam et les autres. Merci à vous. Nous refermons donc notre forum. Dans un instant, une nouvelle édition de journal sur votre chaîne. À très bientôt.